Il le voyait tous les matins. Même casquette bleu fané, même veste en jean élimée au coude, même démarche lente le long du grillage bordant le périmètre extérieur de la base militaire de Fort-Lavergne. Les ombres des miradors n'atteignaient pas cette zone, et pas plus que la curiosité des jeunes recrues. Ils l'appelaient des noms, vieux clochard, dame fantôme, la marcheuse du grillage. Mais la plupart se contentaient de murmurer et de passer sans s'arrêter. Elle gardait la tête baissée, un gobelet en carton dans une main, le silence dans l'autre, sans jamais parler, sans jamais demander. Ce qui frappait ceux qui prenaient le temps de la regarder, c'était qu'elle s'arrêtait toujours exactement 5 minutes. Chaque matin, lorsque le drapeau tricolore montait dans l'air frais au son lointain des clairons, elle se figeait, le regard ancré sur l'étoffe flottante, avec une intensité si calme qu'elle en devenait presque dérangeante. Puis elle se retournait, disparaissait derrière les buissons bordant le portail ouest et s'évanouissait comme si la terre l'avait engloutie. Personne ne savait qui elle était. Et avec le temps, plus personne ne se souciait vraiment de le découvrir. Ni les sentinelles, ni les officiers de garde, ni les soldats trop occupés à leur entraînement et leur formation. Elle ne troublait rien, ne franchissait jamais la grille, ne haussait jamais la voix. Elle existait, simplement, comme un murmure laissé dans un lieu trop bruyant pour écouter. On s'habituait à l'ignorer. Même lorsque quelqu'un lâchait une moquerie ou lui lançait une insulte, elle ne réagissait pas. Le gobelet restait droit dans sa main, et son regard fixé devant elle, impassible. Un matin, un jeune engagé nommé Leroux, tout juste sorti de l'instruction, donna un coup de coude à son camarade en ricanant. « Parie qu'elle nettoyait les cuisines autrefois, dit-il avec un sourire narquois. Il froissa un billet et le lança dans le gobelet comme une fléchette. « Va t'acheter un sandwich, mamie. » Elle ne cligna même pas des yeux, ne tressaillit pas, simplement debout comme elle l'avait été devant d'innombrables levées de drapeaux. Trop de noms gravés dans sa mémoire pour qu'une insulte ait le moindre poids. Et puis, un jour, tout s'arrêta sur la base. Une colonne de véhicules arriva sans prévenir. Un SUV noir en tête, suivi de 2 Humvee, et enfin une berline officielle ornée d'un drapeau 5 étoiles. Les moteurs ronronnaient comme des bêtes retenues. En quelques minutes, Fort-Lavergne retrouva toute sa rigueur. Les jeunes soldats se redressèrent, les sergents crièrent plus fort, les officiers ajustèrent leur uniforme. Car l'homme qui descendit de la berline n'était pas un simple dignitaire. C'était le général Jean-Baptiste Renard, une légende vivante. Cheveux argentés, uniforme impeccable, et ce regard capable de faire déglutir un colonel sans dire un mot. Il descendit, balaya l'horizon du regard, comme s'il cherchait une ligne invisible dans le paysage. Puis il s'arrêta, pas devant les troupes alignées, ni vers les officiers en attente. Son regard traversa la cour, franchit les drapeaux, ignora le tumulte du camp et se posa droit sur la vieille femme debout derrière la clôture. Il n'hésita pas, ne consulta aucun aide de camp, ne répondit à aucun salut. Il marcha, d'un pas vif, précis, au travers des rangs figés, droit vers elle. Sans un mot, il s'immobilisa, retira sa casquette, se mit au garde-à-vous et exécuta le salut le plus net que la base ait vu depuis des décennies. Et il dit « Capitaine Mireille, madame, c'est un honneur de vous retrouver. » L'air changea. Les recrues qui s'étaient moquées d'elle restèrent sans souffle. Les officiers qui ne l'avaient jamais remarqué se figèrent. Et la capitaine Mireille Valcourt, que personne n'avait jamais pris la peine de nommer, leva lentement la main et rendit le salut avec une dignité qu'aucune manche trouée ne pouvait effacer. Une dignité de légende. Le général Renard soutint son regard un long moment, puis fit un pas en avant. « Votre rapport de mission sur Opération Cendre silencieuse ne nous est jamais parvenu. On vous croyait perdu. » Et la voix de Mireille, claire, assurée, brisa des décennies de silence avec 6 mots. Ce n'était pas encore l'heure du retour. Ces 6 mots voyagèrent plus vite qu'un appel d'urgence. En quelques heures, des images du salut du général circulèrent sur Internet, filmées par une jeune recrue qui ignorait encore ce qu'il capturait. La vidéo fit le tour du pays. Une manchette titrait « La capitaine oubliée ». Une autre « On pensait qu'elle n'était personne ». Des journalistes se ruèrent vers Fort-Lavergne comme des vautours armés de micros. Et bientôt, la vérité émergea, enfouie au fond des archives militaires, au travers de rapports à moitié caviardés,
et de témoignages jadis négligés. Mireille Valcourt avait été officier de reconnaissance, première femme à diriger une unité d'opération spéciale non conventionnelle pendant la guerre du Golfe. Son unité avait été prise en embuscade en territoire ennemi durant l'opération Cendre silencieuse. Officiellement, tous avaient été portés disparus ou présumés morts. Mais Mireille avait survécu. Non seulement survécu, mais elle avait mené une douzaine de civils blessés à travers le désert, évitant les patrouilles ennemies, fabriquant des abris de fortune, rationnant les maigres provisions et défendant même un village isolé jusqu'à l'arrivée des secours. Mais lorsqu'elle revint des mois plus tard, il n'y avait ni secours, ni accueil. Son dossier avait été clos, son logement attribué, ses états de service oubliés. Et quelque part entre bureaucratie et oubli, Mireille disparut. Elle aurait pu protester, réclamer des honneurs, demander réparation, mais elle choisit le silence. Pendant plus de 20 ans, elle marcha parmi les anonymes, gardant son passé comme un drapeau plié qu'aucune main n'avait mérité de toucher. Renard, à l'époque simple lieutenant sous ses ordres, ne l'avait jamais oublié. Ni son calme dans la tourmente, ni sa détermination à ne jamais abandonner un blessé, ni la manière dont elle donna ses dernières rations à un enfant blessé, affronta seule une patrouille ennemie pour gagner quelques minutes avant une évacuation qui ne viendrait jamais. Il s'en souvenait. Et quand les images réapparurent, il se fit une promesse. Le monde se souviendrait aussi. Quelques semaines plus tard, lors d'une cérémonie sobre au Mémorial national de la Défense, en présence de tous les généraux vivants et de plusieurs chefs d'État, la capitaine Mireille Valcourt fut officiellement réintégrée. Elle reçut la Croix de la valeur militaire et une 2e étoile d'argent. Mais elle ne parla pas, ne sourit pas. Elle hocha la tête poliment, puis retourna à Fort-Lavergne dès le lendemain. On lui proposa une maison. Elle refusa. Des interviews, des livres, des films. Elle dit non. À la place, elle se mit à apparaître non plus seulement à la clôture, mais à l'intérieur même de la base. Elle ne portait pas d'insigne, ne donnait pas d'ordre, mais personne ne la remettait en question. Les jeunes soldats remarquèrent vite sa présence pendant les exercices. Elle corrigeait un pas d'un hochement de tête, murmurait une recommandation d'une main posée sur l'épaule. Et sa présence changea les choses. Là où ils voyaient autrefois une femme fatiguée dans un manteau taché de café, ils virent désormais autre chose, une force sans démonstration, une autorité sans cri. Même les officiers modifièrent leur comportement en sa présence. Un colonel interrompit un briefing en croyant voir un supérieur. Ce n'était qu'elle, debout près de la porte. Il acquiesça. Elle aussi. Et il reprit, plus mesuré. Un lieutenant sans expérience tenta de lui parler un après-midi. Il repartit avec la leçon la plus claire de sa jeune carrière. Ne crier que pour le feu ou le sang. Elle ne s'attardait jamais. Elle laissait des échos, pas des empreintes. Le dimanche, elle retournait toujours près du grillage. Non parce qu'elle n'était pas la bienvenue, mais parce que c'était là qu'elle se sentait la plus proche de ceux qui n'étaient jamais revenus. Chaque matin dominical, au lever du drapeau, elle se tenait droite, main sur le cœur, yeux fixés vers le ciel. Et personne ne l'interrompait, pas même le commandant de la base. Et lentement, quelque chose changea. Les recrues qui autrefois se moquaient commencèrent à marcher en silence à ses côtés, sans poser de questions, simplement là, regardant le drapeau, apprenant dans le silence. Il y avait des rumeurs, toujours à voix basse, jamais confirmées. Qu'elle avait tiré 3 hommes d'un Humvee en flammes, qu'elle avait tenu la ligne pendant un siège de 13 heures, qu'elle avait transporté son propre capitaine sur le dos, le sang traversant ses manches, murmurant des prières entre ses dents serrées. Elle ne confirma jamais rien, mais ses yeux ne tremblaient pas quand d'autres racontaient ces histoires. Elle détournait simplement le regard, comme si le souvenir était un orage qu'il ne fallait pas appeler. Elle parlait peu de la guerre, mais elle se mit à écrire des lettres aux familles des soldats tombés sous son commandement. Elle les retrouvait grâce à l'aide du personnel du général Renard. Parfois, elle allait les voir. Parfois, elle envoyait simplement un drapeau plié et une ligne. Ils n'ont jamais quitté ma veille. Et ces familles, qui n'avaient parfois jamais su toute l'histoire, pleuraient en lisant ces mots. Une mère gardait l'enveloppe ouverte sur sa cheminée,
comme si les mots de Mireille pouvaient un jour s'élever de nouveau. Un père disait rêver de son fils debout à ses côtés, main sur son épaule, en paix. Même un frère rongé par la culpabilité lut sa lettre sous les étoiles et dormit enfin sans cauchemar. Elle ne demanda jamais la reconnaissance, ni le pardon. Elle donna simplement ce qu'il lui restait à offrir. Aucune plaque ne porta son nom. Elle ne le souhaitait pas. Mais son empreinte flotta longtemps dans l'air, comme la fumée d'une flamme rituelle. Elle enseignait sans leçon, commandait sans ordre. Et à chaque nouvelle promotion de recrues à Fort-Lavergne, les instructeurs racontaient une autre histoire, pas celle des médailles ou des cris de guerre, mais celle de la femme au grillage, celle qui saluait sans rien demander, celle qui avait déjà tout accompli, avant même qu'il n'ose rêver d'y parvenir, celle qui n'avait pas besoin de retrouver son nom pour savoir qui elle était. Il l'appelait maman, même sans connaître son grade. Il lui faisait de la place sur les bancs pendant les exercices. Certains laissaient des barres de céréales ou des chauffe-mains sur la pierre où elle s'asseyait parfois. D'autres lui demandaient de lire leurs lettres, au cas où il ne reviendrait pas. Elle hochait la tête. Cela suffisait. Les recrues marchaient autrement, se tenaient plus droites, pas par peur, par respect. Et parfois, elle laissait une fleur ou un mot près du grillage. Personne ne leur avait dit de le faire. Elles savaient, parce que les légendes ne crient pas, elles endurent. Et quelque part entre son silence et son ombre, Mireille Valcourt enseigna à une génération de guerriers que la plus haute forme de force ne réside pas dans ce qu'on exige, mais dans ce qu'on porte. En silence. Quand personne ne regarde, et chaque fois que le drapeau s'élevait, la base se taisait, pas pour la cérémonie, mais pour une femme en manteau usé, qui avait traversé l'enfer et était revenue, non pour les applaudissements, mais pour la paix.